Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon d'où vous nous recevez, que vous soyez au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Et c'est un plaisir pour nous de prendre une fois encore ce rendez-vous. Il faut que je vous le dise, c'est votre fidélité qui nous fidélise, c'est votre attachement qui nous attache à vous davantage et nous amène, nous pousse à honorer et chaque fois le rendez-vous de cette émission que vous adorez si tant, le Forum des rédactions. Ouma, Adéanjou, Hugues, Hector, Zogo, Moriagua, nous sommes à votre service une fois encore ce vendredi. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'audit du fichier électoral. L'audit du fichier électoral en question, de nombreux défis attendent le comité de pilotage. Quels sont donc ces défis-là? Vous avez certainement eu l'occasion de suivre cette audience du comité avec le chef de l'État. Vous avez entendu les propos du chef de l'État, vous avez entendu les propos du président du dit comité en la personne de Jean-Baptiste Elias. Que devons-nous retenir? Qu'est-ce que nos analystes politiques retiennent donc de cette aventure qui démarre avec l'audit du fichier électoral au Bénin? Ils vont nous en dire tout à l'heure plus sur ce qu'ils pensent. Mesdames, Messieurs, Marcel Yedo va réaliser cette émission de Main de Maître comme d'habitude, mais également au son, nous avons Emmanuel Agbodielou, Martin Toinse est à la diffusion de cette émission. Modeste Rundekondi, c'est grâce à lui que vous nous recevez sur les différentes plateformes. Merci de votre fidélité une fois encore. Je vous présente les débatteurs dans un court instant. Hugues Hector Zogo, il est à ma gauche. Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Moriagua, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir également aux nombreux internautes qui se fidélisent davantage à nos plateformes numériques et qui nous suivent pour le plateau de ce soir. Vous êtes animateur d'une émission quand même qui prend du volume sur la télévision Eden TV. L'émission, c'est Le Bon Citoyen. Vous êtes journaliste naturellement, analyste politique. Vous êtes bien sûr le directeur de publication du quotidien L'Indépendant. Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À ma droite, comme Jésus à la droite du Père, Ouma Adéanjou, bonsoir. Bonsoir Maury, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir Hector. Merci à vous d'avoir pris une fois encore ce rendez-vous. Vous êtes infatigable, vous êtes sur nos routes, très occupé en semaine à beaucoup d'autres activités, mais quand même vous arrivez toujours à répondre aux rendez-vous des téléspectateurs sur ce plateau. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Merci une fois encore. Mesdames, Messieurs, le décor étant planté, vous savez ceux qui sont sur ce plateau, on va y aller. Nous allons donc vous rafraîchir la mémoire, j'allais dire, à travers donc cet élément que je vais vous inviter à suivre, où le comité de l'audit, le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral a été reçu à la présidence de la République. Il faut le souligner sur la demande du chef de l'État. Ce qui importe est que vous suivez les propos de chaque intervenant. Sur demande du chef de l'État, Patrice Talon, le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral a été reçu au palais de la Marina. Il était important pour le président de la République de dire aux membres du dit comité qu'il adhère à l'audit et son objectif. Personne ne m'a forcé la main. Absolument. Vous me connaissez, si je ne trouvais pas d'intérêt à cela, je ne voudrais pas adhérer à ça. Et ça ne se fera pas. Non. Merci. Donc, j'adhère sincèrement. Et ce n'est pas non plus pour des raisons politiques ni électoralistes que on va utiliser les ressources du pays pour des fantaisies. Donc c'est sérieux. Le chef de l'État est favorable à l'amélioration des outils qui participent aux élections au Bénin et à les parfaire. Qu'est-ce que la réalité de notre liste? Et quelles sont les imperfections qu'il faut améliorer? Quelles sont les imperfections que nous savons pour lesquelles nous n'avons pas peut-être encore de solution, mais comment on fait collectivement pour régler ça au fil du temps? Parce qu'il y a des choses que nous savons, qui sont une faiblesse
mais qui ne dépendent ni des anciens régimes, ni du régime actuel, qui dépendent de nous tous globalement, et qu'ensemble, nous pouvons les corriger, ces choses-là. Et c'est bon que vous mettiez le doigt dessus, pour que nous tous, nous l'observions à nouveau. Quelles sont les autres choses peut-être que nous ne savons pas, qui sont des faiblesses, autres faiblesses, que vous pourrez révéler et que nous pouvons corriger, et qui peut-être sont techniques. Devant le chef de l'État, Jean-Baptiste Elias a fait des promesses avant de revenir sur ce que l'on peut attendre du comité. Moi, Elias Jean-Baptiste, que vous connaissez depuis des années là, je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la nation. Soyez rassurés, Monsieur le Président de la République, que personne ne pourra nous manipuler dans cette affaire-là. Personne. Soyez rassurés, Monsieur le Président de la République, nous n'avons rien à voir avec ce qui concerne le code électoral. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce n'est pas notre rôle. Nous avons un travail technique et scientifique à faire par les experts. Vous avez si bien dit, Monsieur le Président de la République, que même le logiciel qu'on va prendre pour extraire, que des techniciens viennent voir pour voir si ça a été bien conçu ou pas, et que vous êtes prêts à ce que nous puissions faire là. Voilà le travail que nous voulons faire, Monsieur le Président de la République. Nous sommes dans la même logique que vous. Gustave Assa, également membre du comité, a rassuré le chef de l'État. Votre engagement nous engage, votre détermination nous détermine. Et je dirais que nous, en tant que citoyens aujourd'hui, on a voulu que ce ne soit pas un outil politique. Ce sur quoi il faut mettre l'accent. Vous avez redit ça aujourd'hui. Président, nous allons tenir compte de tout ça là. Et c'est ça, nous, notre présence au niveau du comité technique, pour que les techniciens qui vont être téléchargés d'ailleurs ne viennent pas nous dire autre chose. Et que nous ne soyons pas aussi manipulés, comme certains nous le disent déjà. Nous ne ferons jamais l'objet de manipulation au sein de cette affaire-là. L'audit du fichier électoral, c'est une démarche citoyenne. Nous avons pris à cœur d'être dedans. C'est pour ça que nous, on est là. Au thème de cette rencontre, le président Patrice Talon a exprimé sa disponibilité à recevoir au besoin nuit et jour le comité, si c'est nécessaire, tout en leur souhaitant bon vent. Voilà ce que l'on peut retenir de cette rencontre du comité de l'audit du fichier, du comité du pilotage de l'audit du fichier électoral face au président de la République. Vous avez entendu des phrases fortes et on va revenir là-dessus. Il faut rappeler que ce comité est composé de plusieurs membres de la société civile, représentant, c'est pas, je vais dire, des religieux. Je parle de M. Alokbo, il y a les syndicalistes, il y a la société civile, et il y a la mouvance qui est également représentée, mais également l'opposition au sein de ce comité. Certains se font encore désirer, comme l'a expliqué Jean-Baptiste Elias dans un entretien sur notre télévision. Dans tous les pays, ça arrive. Ce n'est pas pour la première fois qu'il conduit un comité pareil. Il a fait dans d'autres pays en Afrique centrale et ailleurs pour la CEDEAO, où il a expliqué que souvent, pendant que l'opposition veut qu'on y aille, la mouvance veut qu'on recule, donc vice-versa. Ça n'étonne pas. Oumar Deandjou, Hugues, Hector, Zogo, vous avez entendu des phrases fortes. C'est exact. C'est exact. Il y a eu de très grandes phrases qui ont été prononcées. Et je voudrais, à l'entame de cette émission, remercier tous nos compatriotes qui ont travaillé pour que nous puissions nous retrouver à la date d'aujourd'hui avec ce résultat. Quand je parle de remerciements envers nos compatriotes, c'est pour signifier que la démarche dans laquelle notre pays se retrouve aujourd'hui, c'est une démarche d'engagement citoyen. Nous sommes là, loin de tout ce qui a rapport à la partisanerie politique, et donc c'est une question d'intérêt national, c'est une question d'intérêt général qu'il s'agit. Et je voudrais remercier également le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir pris l'initiative de recevoir les différents acteurs qui se retrouvent aujourd'hui au sein de ce comité de pilotage qui doit conduire l'audit du fichier électoral. Pourquoi remercier le chef de l'État? Vous savez, quand on se retrouve pratiquement à la fin de son mandat constitutionnel, il y a parfois des alliés politiques qui se retrouvent dans votre rang et qui vous mettent une certaine pression,
quitte à vous faire croire que vous êtes en fait le meilleur chef d'État jamais peut-être connu dans l'Afrique, et que par conséquent, vous avez encore la possibilité de forcer un peu les choses. Donc forcer la main, non seulement aux institutions de la République, mais forcer la main également aux autres partis, quitte à pouvoir vous maintenir. Parce que les autres, leurs intérêts personnels se retrouvent en jeu. Alors, cette démarche que le chef de l'État a pu mener en recevant les acteurs crédibles qui se retrouvent au sein de ce comité, cette audience-là vient mettre fin à toute supputation. Quand vous dites crédible, est-ce que nous n'allons pas trop vite en besoin ou bien vous savez de quoi vous parlez? Je sais de quoi je parle. D'accord. Je sais de quoi je parle et je vais y aller très vite pour permettre aussi à Oumar de pouvoir interagir. Je prends deux figures. Je prends le docteur Jean-Baptiste Elias. Il dit « Je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de l'intérêt de la nation. » Et quand il le dit, qui ne connaît pas le docteur Jean-Baptiste Elias quand on parle de la lutte contre la corruption, quand on parle du FONAC? C'est un citoyen engagé, c'est un citoyen accompli, dont le Bénin peut être fier. Peu importe le régime politique qui se retrouve à gérer les affaires d'État. Est-ce que c'est l'analyse politique qui parle ou bien c'est l'écrivain? Non, c'est le citoyen béninois qui parle. Le citoyen béninois qui voit en un autre compatriote des valeurs d'intégrité, des valeurs d'éthique, des valeurs de bon sens, des valeurs de responsabilité. Tout ça, aujourd'hui, le docteur Jean-Baptiste Elias le met à disposition de notre pays. Et à quelle fin? À une seule fin, à la préservation de la paix dans notre pays. Deuxième personnalité dont je vais parler, c'est M. Gustave Assa, qui s'est retrouvé également au niveau du réseau Social Watch et qui a énormément travaillé pour que nous puissions connaître ce qu'on appelle la justice sociale au Bénin. Voilà des figures de proue qui aujourd'hui n'appartiennent ni à l'opposition, ni à la mouvance, et même au sein de la société civile, qui ne sont pas des figures vulgaires. Je ne vous arrête pas, mais je confirme qu'il a contribué à mettre quand même la société civile à la place qu'il faut. Vous avez entièrement raison. Et quand il dit, je le cite, « Nous n'allons jamais faire l'objet de manipulation », il sait de quoi il parle. Et cette déclaration, il l'a faite devant le chef de l'État. Ça voudrait dire que cette déclaration engage même le président de la République. En fait, c'est une façon de dire, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que nous vous devons, rassurez-vous, nous ne serons pas manipulés par l'opposition, mais par exigence morale, ne soyez pas aussi un jour appelés à faire de la manipulation. Ce n'est pas seulement l'opposition qui peut manipuler, la mouvance aussi peut manipuler. Évidemment, et si quelqu'un peut mieux manipuler au sein de la mouvance présidentielle, c'est bien sûr le chef de l'État. C'est la première figure qui peut, au-delà des négociations internes qui auraient pu avoir et qui n'auraient pas pu aboutir, la personnalité qui peut effectivement arriver à influencer ces personnes ressources-là, c'est sans aucun doute le chef de l'État. Mais quand... Ce n'est pas que lui. Ce n'est pas que lui, mais d'abord, quand le chef de l'État prend la parole quelque part, vous savez, il y a une certaine crainte qui anime. C'est tout chef d'État, je ne le dis pas vis-à-vis de Patrice Talon, je le dis au regard de la fonction présidentielle. Et donc, quand le monsieur Gustave Assa, je le cite encore, dit « Nous n'allons jamais faire l'objet de manipulation », c'est pour dire au chef de l'État « Aidez-nous pour que la mouvance présidentielle ne se retrouve pas dans cette posture demain. » Et ça, c'est à saluer. Parce que nous sommes dans un État qui travaille à ce que la justice, à ce que la paix puisse continuer par régner, même au-delà des élections générales de 2026. Très bien. Oumar Adéanjou, je me retourne vers vous, le chef de l'État. S'il n'a pas la volonté que l'audit soit fait, ça ne se fera pas. Il a dit dans ce reportage.
Oui, ça, on le connaît sur ce point-là. C'est quelqu'un d'une très grande rigueur. Quand il a sa ligne droite, il avance droit sur ce qui lui paraît plutôt juste et bon pour le Bénin. Quand il n'est pas convaincu, il ne le fait pas. Et ça, on l'a vu tout au long des 8 ans déjà fait à la tête du Bénin. Tout le monde sait qui est Patrice Talon. Donc s'il n'avait pas vu en cela, comme on appelle quelque chose de très important, il n'allait pas le faire. Et l'importance du fichier électoral, il faut le rappeler aussi, peut-être que beaucoup de Béninois ne voient pas de quoi il s'agit. Il s'agit de qui va ou pas aux élections, qui va voter. Nous sommes un certain nombre de Béninois, peut-être une douzaine de millions de Béninois aujourd'hui sur cette terre-là. Mais tout le monde ne vote pas. Il y a des étrangers parmi nous, peut-être, qui ne vont pas voter. Il y a des non-majeurs qui ne vont pas voter. Il y a des gens qui ont perdu leur droit civique qui ne vont pas voter. Donc, qui sont ceux qui votent? Est-ce que tout le monde est présent? Et c'est un outil essentiel en matière de démocratie. Est-ce que les morts sont présents? Voilà. Est-ce que les morts sont véritablement écartés pour ne pas que des gens votent au nom des morts après? Écartés et non présents. Oui, il faut les écarter de la liste. Donc, il y a tout ce travail-là à faire. Et c'est pourquoi je vous dis, la liste électorale, c'est quelque chose d'important. C'est le principe même fondamental de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est la loi de la majorité, pour être vraiment concis et bref. C'est la loi de la majorité. Et cette majorité-là sera désignée à partir d'où? À partir des urnes. À partir donc de ce fichier-là, qui contient, dans lequel il y a tous ceux qui sont en âge de voter au Bénin et qui ont le droit aussi de le faire. Donc c'est à partir de cela qu'une majorité va se dégager et c'est cette majorité-là qui désigne qui sera donc nos gouvernants, le président de la République, les députés, les maires, ainsi de suite. Donc c'est un fichier qui est essentiel en matière de démocratie. C'est peut-être même le soubassement même de la démocratie. Tout le reste, tout ce dont on parle, le code électoral, le système partisan, tout ce qu'on parle autour des élections, tout ceci, ce n'est que des règles qu'on vient apporter pour mieux organiser les choses. Sinon le principe de base, c'est ça. La loi de la majorité, et cette majorité-là se désigne à partir donc de ce fichier-là. Donc c'est un élément essentiel. C'est un élément qui peut, si jamais on n'y prend pas garde, peut-être, comment on va dire ça, incubateur de crise, et peut devenir chrysogène, je veux dire. Et finalement, ça va créer des tensions dans le pays et ça peut nous faire passer vers des lendemains qu'on n'espère pas du tout au Bénin. Vous voyez un peu? Donc c'est important d'aller vers ce fichier-là, de le vérifier, que tout le monde s'accorde à le faire. Et les personnes désignées par le président de la République pour le faire sont des personnes dont l'intégrité ne souffre d'aucun doute. Ce n'est pas le chef de l'État, entre parenthèses, qui les a désignés. Oui, mais il y a eu un travail préalable. Le chef de l'État a validé. S'il ne validait pas, voilà. Et puis, déjà, même en novembre, déjà, il y avait un travail qui avait été déjà fait avec le ministre de comment on appelle la justice, de la législation. Voilà. Donc, tout ceci-là est validé finalement par le chef de l'État. Et ces personnes-là, je l'ai dit, c'est des personnes... Enfin, c'est des patriotes bon teint, on les connaît. C'est des grands combattants de comment on appelle la justice sociale. C'est des grands défenseurs des droits humains. C'est des personnes qui ont déjà fait leur comment on appelle, leur preuve dans ce domaine-là. Et on sait qu'ils sont. Vous voyez, que ce soit Gustave Assa, que ce soit Jean-Baptiste Elias qui a parlé la dernière fois depuis, voilà, le matin au téléphone, je crois que c'est le mercredi dernier, mais qui nous a tous épartés. Il dit même qu'il ne veut même pas recevoir un copec de l'État béninois. Voilà. Donc, on va y revenir. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ce fichier électoral, les personnes désignées membres du comité de pilotage. Et là aussi, il faut faire peut-être la précision pour que tout le monde comprenne. C'est juste le comité de pilotage. C'est des experts. Il y aura des experts dans différents domaines, certainement. Voilà. Eux vont juste piloter l'audit. Ils seront là pour observer. Qui sont les experts qui viennent? Est-ce que ces experts-là sont véritablement compétents? Est-ce que ce n'est pas des experts partisans qui vont créer du désordre finalement dans le fichier? Donc, on peut compter sur ces personnes-là pour être les yeux du peuple. Et je pense que ces personnes-là, vraiment, pour moi, sincèrement, il n'y a pas mieux au Bénin. C'est les meilleurs qu'on a pris parmi nous. Et on attend tout simplement qu'ils fassent leur travail comme cela se doit, en désignant les bons, comme on appelle, les bons experts pour auditer et en fin de compte donc ce fichier-là qui est très important pour l'avancée, donc en tout cas pour déjà les élections générales de 2026. Qu'en est-il des phrases fortes que vous avez entendues? Ah non, les phrases fortes, moi personnellement ça m'a rassuré. C'est le chef de l'État lui-même qui a donné le ton. Votre détermination nous détermine. Oui, la détermination du chef de l'État les détermine. Quand le chef d'État est aussi déterminé et qu'il vous confie une charge, mais immédiatement vous devez vous sentir concerné au plus haut niveau également. Vous comprenez? Et quand il dit votre engagement nous engage, voilà, c'est exactement ça.
Et comme je l'ai dit, c'est des patriotes bon teint, ces personnes-là. C'est des gens qui ont envie de travailler pour le Bénin. Quand Jean-Baptiste Elias dit « je ne ferai rien qui soit contraire à l'intérêt de la nation ». Moi, je le crois, mais à fond. Et je sais qu'il va le faire. Totalement. On sait qu'il est. Oui, oui, je lui donne carte blanche, comme le chef de l'État lui a donné carte blanche. Maintenant, au-delà de ça aussi, mais le chef de l'État lui-même, il faut quand même saluer cet acte-là qu'il vient de poser. Parce que c'est un acte difficile pour lui. Il faut le reconnaître. Il va faire des mécontents dans son camp. Oui, il fera des mécontents dans son camp. Ce fichier électoral a permis à tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir d'y être. Tous ceux qui sont députés, tout ce monde-là. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. On ne va pas changer les outils qui nous permettent de... Voilà. Et donc, j'étais un peu dans cette logique-là. Cet outil-là nous a permis d'être là. Pourquoi on va le changer? C'est déjà bon, laissez comme ça et tout. On va crédibiliser l'outil, on va assainir l'outil. Voilà. Donc, dans son camp, déjà, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas prêts pour ça. Même dans le comment on appelle ça là, le creuset qu'a créé les membres de l'opposition là, le cadre de concertation des partis politiques. Oui, mais quelle partie de la mouvance avez-vous vu dans ce cadre-là? En novembre dernier. De l'opposition. Oui, mais je suis d'accord. Des partis. Ok. Si vous voulez. D'accord. Si vous voulez. Aucun mouvancier n'est allé vers le ministre de la Justice. Mais ce cadre-là, les membres de ce cadre-là sont allés vers le ministre de la Justice, de la législation, pour lui dire, mais écoutez, monsieur, nous on veut telle chose. Et c'était en novembre 2024 déjà qu'il l'avait fait. Mais on n'a vu aucun membre de la mouvance présidentielle pour dire le que, faire. Voilà. Voilà, nous voulons. Donc ce acte-là... Et d'ailleurs, ce que vous dites est plus crédible lorsque l'on sait que Jean-Baptiste Elias l'a dit, que pour le moment, certains se font désirer. Voilà, du côté de la mouvance présidentielle, oui. Et il a même dit sur votre émission le matin, il a dit que cela ne lui fait ni chaud ni froid. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce travail-là en Afrique. C'est un expert dans le domaine. Il a fait ce travail-là au nom de l'Union africaine. Il le fait toujours au nom de l'Union africaine. Et je crois même que c'est dans ce cadre-là même qu'on est invité à le faire. Je crois que c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. Et donc, il a dit que dans certains pays, c'est l'opposition qui n'en veut pas, qui se fait désirer. Et dans d'autres, c'est la mouvance qui ne veut pas et qui se fait désirer. Donc, ça ne lui fait ni chaud ni froid. L'essentiel est qu'ils font un travail d'expert, un travail très technique qui n'est pas du tout un travail de politique. Voilà. Et il a bien dit qu'ils ne verseront pas dans la politique en disant simplement que le code électoral, ça ne les concerne pas. Oui, et il a totalement raison. En ce qui concerne la mise en place comment on appelle, des règles dans la République, des lois, comment on appelle, des tests à respecter dans la République, mais on sait comment ça se passe. Nous sommes en République, comme on le dit. Et on sait que tout ce qui a rapport avec le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale. Tout ce qui a rapport avec l'exécutif, c'est le chef de l'État et son équipe qui met cela en action. Et le reste des autres, tout le monde est libre. Chacun, les pouvoirs sont véritablement séparés. Vous comprenez? Donc, si on veut revoir le code, ça revient aux politiciens d'aller en discuter entre eux. L'Assemblée nationale est là pour ça. Ils ont le creuset pour le faire. Ils n'ont qu'à susciter ça là-bas à leur niveau. Eux, ils ne vont pas verser dedans. Et je pense que c'est plutôt logique. Et je compte sur eux pour faire aussi ce travail-là de manière très patriotique, de manière à ne pas inviter, à ne pas, rester vigilant véritablement, parce que leur intégrité ne souffre d'aucun doute, je l'ai dit, mais il reste aussi la vigilance. Les brebis galeuses, il y en a partout. Voilà, donc les experts qui vont venir, et ils peuvent ne pas être comment on appelle, des patriotes béninois. Ça peut être même des experts venus d'ailleurs qui vont venir travailler sur ce fichier-là. Donc, il faudra travailler, avoir un œil véritablement sur eux, à les mettre dans des conditions de sorte qu'eux non plus ne versent pas donc, dans le discours politique ou bien dans des manigances politiques également. C'est ce que nous allons espérer et je pense que ces personnes-là vont le faire de manière très, très, très bien. À partir de ce moment, je vais vous inviter à une masturbation intellectuelle puisque nous irons sur les défis qui attendent donc ce comité. Commençons par Hugues Hector Zogo et les experts. Il faut souligner que ce sera des experts internationaux, ce ne sont pas des experts nationaux. Parmi ces experts, il n'y aura pas un expert béninois. Quel est ce défi qui amène donc à vouloir se tourner uniquement vers des experts internationaux? Je voudrais commencer par répondre en disant qu'il faut qu'on essaye de contextualiser ou permettre à nos compatriotes de mieux comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui il est important de pouvoir faire l'audit du fichier électoral. À quelle fin? Et je vais citer juste
5 indicateurs. Le premier, c'est de pouvoir assurer la fiabilité et l'intégrité du fichier électoral. Ça, c'est le premier. Le second, c'est de pouvoir identifier, corriger les anomalies ou les différentes erreurs éventuelles qui se retrouvent à la date d'aujourd'hui au niveau de ce fichier. Et qui constituent des faiblesses. La troisième raison qui nous permet de travailler sur cet outil qui va servir notre nation, c'est de pouvoir garantir la transparence et la crédibilité. Des élections couplées, des élections, comme on appelle générales de 2026. Parce que nous partons vers une première. Je n'ai pas bien entendu cette partie. Garantir. Il faut garantir la transparence et la crédibilité de ce fichier-là. Très bien. Parce que c'est ce qui nous permettra de dire que nous avons en fait le soubassement qui effectivement nous permet d'aller vers une élection. Parce que sans transparence, il n'y a pas d'élection pouvant permettre d'installer plus tard des acteurs politiques ayant reçu effectivement l'accord des mandants qui sont les citoyens. Très bien. Et le quatrième élément, c'est de pouvoir renforcer la confiance du public dans ce fichier-là. C'est ça. Et c'est ça qui améliore les taux de participation aux élections. Parce que quand vous voyez parfois un faible taux de participation aux élections, c'est parce qu'a priori, les gens se disent, bon, ils ont leur fichier. Avec leur fichier, ils peuvent tout manigancer. Pourquoi alors nous mettre encore sous le soleil? Et si éventuellement il y a eu pluie ce jour-là, pourquoi nous mettre encore sous la pluie pour dire qu'on est en train de voter alors que c'est parti sur de fausses notes? Et le dernier élément, c'est de pouvoir prévenir les fraudes électorales. Parce que vous savez, de par le passé, surtout en Afrique, quand on parle d'élections, ce qu'on voit, c'est le tableau de fraude où on vous dira plus tard, il y a eu tripatouillage. Et donc, le fichier électoral, si l'audit est effectivement fait, voilà, je vais dire, la finalité. C'est pour nous permettre de nous départir de tout ce que je viens de dire. Maintenant, votre question, qui est très capitale, pourquoi nous intéresser à des experts internationaux? Est-ce que le Bénin ne détient quand même pas de compatriotes capables de faire ce travail-là? La réponse est oui. Mais pourquoi aller vers des experts internationaux? Dites-nous, selon vos analyses. Quand on voit un chef d'État aussi futé comme Patrice Talon, quelqu'un qui, en voulant prendre une décision en termes de pouvoir d'État, reste assez ferme, intransigeant, et ne veut à aucun moment rebrousser chemin. Dès qu'il fait une option, il ne faut pas s'amuser avec. Très bien. Parce que là où on se retrouve, même au niveau de la mouvance présidentielle, il y a forcément des acteurs qui ne sont pas d'accord à ce que l'on touche à ce fichier-là et qu'on aille à l'étape d'audit. Et donc, par conséquent, le chef de l'État qui ordonne qu'on mette à disposition de ce comité l'argent du contribuable béninois, il ne va jamais tolérer que le travail qui se fasse ne soit pas un travail de qualité. La conséquence, c'est que vous allez tous vous retrouver en prison. D'accord. Et donc, c'est déjà ça. Ces personnalités-là qui se retrouvent... Autrement dit, je ne vous arrête pas. Autrement dit, on constate que ce n'est pas le chef de l'État qui a imposé au comité les experts qui doivent prendre. Pas du tout. C'est le comité même qui va désigner désormais. Qui va décider Exactement. de s'en tenir à des experts internationaux. Parce que le comité... je tenais quand même à bien comprendre. Vous avez très bien, vous avez très bien dit. Parce qu'en fait, le comité... Donc c'est même une affaire de prison. Mais c'est au-delà même d'une affaire de prison. Non, mais au-delà, vraiment au-delà d'une affaire de prison. Parce que là, vous aviez revendiqué. N'oubliez pas, si vous suivez un peu les archives, vous vous rendrez compte que c'est déjà le FONAC, avec le docteur Jean-Baptiste Elias, il y a quelques années en arrière, qui était la première organisation à exiger qu'on fasse
l'audit du fichier électoral. Donc, loin de tout ce qui a rapport à la politique, en tant qu'organisation non gouvernementale d'engagement citoyen, eux, depuis plusieurs années, ils exigeaient que cet outil-là, notre pays puisse effectivement en faire l'audit et qu'on soit sûr qu'on a sous la main un fichier dont l'objectivité, dont, je vais dire, le contenu pourra nous permettre effectivement de dire tout le monde part sur le même pied d'égalité, on peut le dire, non? Exactement. Que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, vous partez aux élections avec les mêmes chances. Voyez-vous. Et donc, quand vous réclamez quelque chose et que finalement, la personne qui devrait refuser de vous concéder ce droit, parce que c'est un droit, cette démarche dans laquelle on est, c'est un droit civique. Et donc, quand celui qui doit vous permettre de bénéficier de ce droit-là, il vous remet les moyens, a priori, vous pouvez vous dire que c'est un piège. Ah ouais? Oui! Parce que là, il y a l'honorabilité de ces personnalités-là qui est en jeu. Leur nom est désormais en jeu. Si le processus aboutit et nous nous retrouvons avec des élections transparentes telles que notre pays a pu l'organiser à plusieurs reprises, on ne verra pas le docteur Jean-Baptiste Eliaste, on ne verra pas M. Gustave Assa et tous les autres qui se retrouvent au sein du comité. On va vite fait d'oublier qui sont les pionniers qui ont travaillé à l'élément fondamental qui nous permet d'avoir la paix. Mais il aura suffi qu'il y ait cafouillage pour qu'on dise, voilà, vous aviez vu, tout le temps ils sont passés sur les chaînes de télévision. Tout le temps, ils ont invité les journalistes pour des conférences de presse. On leur a remis maintenant l'argent du contribuable béninois. Voilà ce qu'ils en ont fait. Donc, c'est une question d'honneur. Et donc, par conséquent, ces concitoyens aussi, ils sont égoïstes. Quand je dis égoïste, c'est en fait, c'est pas péjoratif. C'est pour dire qu'ils tiennent à leur honneur. Est-ce que les experts internationaux ne sont pas corruptibles, non, ne sont pas manipulables? Non. Les experts internationaux, c'est des gens qui ont une certaine perspective neutre. Vous n'allez jamais retrouver un expert international dans une démarche partisane. Oui, vous voulez réagir? Voilà, je réagis pour dire simplement que je comprends parfaitement ce que dit Hector et je partage parfaitement cet avis-là. Et par rapport aux experts internationaux, déjà, l'audit du fichier électoral, le fichier électoral lui-même, je l'ai dit, ça peut être la pomme de discorde entre les différents partis politiques, si on n'y prend pas garde. Parce que les ressentiments, ça naît très vite. On va se dire non, ce fichier n'est pas très fiable. Et Hector a cité en long et en large toutes les raisons pour lesquelles la fiabilité du fichier est quelque chose de très important. Il peut y avoir des doublons. C'est des cadres de l'administration qui ont construit ce fichier électoral à travers l'ANIP. Vous vous rendez compte? Donc, c'est des personnes qui peuvent commettre des erreurs. Vous comprenez? Donc, si... Des erreurs à dessein. Voilà. Des erreurs à dessein. Ça peut être à dessein, comme ça peut ne pas être à dessein également. On ne sait jamais. Des erreurs peuvent se glisser. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce qu'on corrige ces erreurs-là? Parce que le fichier est quelque chose de sensible. Je vous ai dit, c'est le soubassement de notre démocratie. C'est la base sur laquelle on fait de la démocratie. On veut faire la loi de la majorité, mais dans quoi est-ce qu'on puise de cette majorité-là? C'est dans ce fichier-là. Oui, je reviens. Se référencer. De prendre des experts internationaux. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, étant donné que ce fichier-là, ce travail qu'on veut faire, c'est un travail sensible, ça peut créer des clivages dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se référer à des personnes qui en ont l'habitude, des personnes qui sont des experts chevronnés dans le secteur. L'audit du fichier électoral, ça n'a pas commencé au Bénin, vous savez. C'est des personnes qui le font depuis toujours dans d'autres pays. Dans d'autres pays où il y a des crises. L'audit du fichier, ça se fait régulièrement en RDC, au Togo. Les gens font l'audit du fichier électoral. Dans tous les pays, voilà, pratiquement. Dans presque tous les pays, ça se fait. Et donc, quand on parle d'experts internationaux, il faut comprendre aussi une chose. Il peut y avoir un expert international qui soit de nationalité béninoise. Hein. Ça aussi, c'est possible.
Expert international, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nationalité béninoise dedans. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est des personnes qui ont l'habitude de faire ce travail-là à l'international, qui sont reconnues pour ce travail-là uniquement. Vous comprenez? Donc, ces experts-là, pourquoi se référer à eux? Tout simplement parce qu'on veut que ce soit crédible. On veut que ce soit des personnes bien aguerries qui fassent ce travail-là. Sinon, on va prendre des gens, enfin, des gens qui maîtrisent l'informatique au Bénin, il y en a, hein, qui peuvent rentrer dans ce fichier et dire, voilà, ok, nous ressortir les choses et puis nous présenter ça. Il y en a qui maîtrisent les techniques. Mais est-ce qu'ils en ont l'habitude? Est-ce qu'ils connaissent les détails? Les petits détails qui peuvent être des éléments de discorde entre des partis politiques. Parce que c'est cela aussi qu'il faut voir en retour. Ce n'est pas qu'on veut jeter l'argent de l'État par les fenêtres. Non, pas du tout. C'est justement pour la fiabilité donc, de ce fichier-là. Pour que tout le monde s'accorde sur le fait que, OK, la base sur laquelle on veut faire notre démocratie est une bonne base. C'est tout. Voilà, donc c'est normal qu'on aille chercher des personnes, quelque chose que ça va coûter à l'État, le mieux est qu'on aille chercher des personnes qui ont l'habitude de faire ce travail-là, des experts dans leur domaine, qui ont déjà fait leurs preuves à l'extérieur. Donc c'est pour qu'on parle d'experts internationaux. Est-ce que ça garantit le défi de la crédibilité? Au-delà du fait que ça garantit le défi de la crédibilité, il y a une autre donnée qui rentre en ligne de compte. Vous savez, quand on organise des élections dans un pays, il y a toute une représentation internationale qui se déplace. Vous avez des gens des observateurs internationaux qui viennent, qui sont là. Et donc, le fait de travailler déjà à l'audit du fichier électoral, c'est une raison qui nous permet de renforcer la légitimité même du processus au niveau de la communauté internationale. C'est ça. Parce qu'au lendemain des élections, il faut forcément que ceux qui sont installés, que ce soit en tant que président de la République ou en tant que président d'autres institutions, puissent avoir les moyens et gérer les affaires courantes du pays. Oui. Ben, pour faire ça, on a forcément besoin de travailler de concert avec les autres nations. Notre pays, le Bénin, ne va pas se retrouver enclavé, renfermé, pour dire que seul, il pourra parvenir à faire face à tout ce qu'il y a comme besoin. Il faut forcément... Parce que les autres États ne vont pas vouloir travailler avec des gens mal élus, des gens qui sont venus par une méthode qui n'est pas très fiable. Moi, je pense que c'est une raison qui est très importante aussi. Voilà. Et puis, la question, je l'oublie, il y avait quelque chose à dire par rapport à la dernière question que vous avez posée avec Hector. Est-ce que ça garantit Oui, il n'y a pas que... Il y a pas experts internationaux, est-ce que ça garantit la fiabilité, le défi de la crédibilité? De la crédibilité. Oui, moi je pense que ça garantit le défi de la crédibilité. Quand on prend des personnes qui savent faire le travail, c'est déjà la base même de fait que le travail qu'on va faire sera un travail dans lequel on peut porter sa confiance. On peut être confiant par rapport à ce travail-là qui a été fait. Vous voyez? Et puis en amont, il y a le comité de pilotage également. Ce n'est pas n'importe qui, on l'a dit. C'est des personnes qui ont une certaine renommée en matière de défense des droits humains, en matière de défense de justice sociale, en matière d'intégrité, en matière d'honnêteté morale. Donc c'est des personnes sur qui on peut compter. C'est des patriotes, je l'ai dit tantôt. Et rien qu'à leurs propos, on peut leur faire confiance. Et c'est des gens qui ont fait leurs preuves. Voilà. Et on ajoute à cela des experts internationaux. Je pense que tout le monde peut se dire, voilà, quand je parle de tout le monde, je ne veux pas dire les partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, tout le monde peut désormais se dire, voilà, c'est bon, ce fichier-là au moins, on a réglé ce problème-là. Même si peut-être ils estiment qu'il reste encore d'autres problèmes politiques à régler, au moins ne serait-ce que sur le fichier, sur les noms des personnes qui vont aller voter, sur le nombre de Béninois en âge de voter, on est d'accord sur ce principe-là. Moi, je pense que c'est la base. Alors, on va s'attarder un tout petit peu sur ce comportement qu'évoquait tantôt Oumar Adéanjou par rapport à Dr Jean-Baptiste Elias, qui n'est pas à son premier coup. Il avait rappelé dans cet entretien que depuis cette affaire de Ravip, il faisait partie d'une commission où, quand on lui a donné ses primes, il a dit non, qu'il n'en veut pas. Et nous lui avons posé la question de savoir pourquoi il refuse. Est-ce que lui, en refusant de prendre des primes, de l'argent pour le travail fait, est-ce qu'il reproche aux autres de prendre de l'argent? Il a dit non. Chacun est libre, que lui, c'est un travail citoyen. Comment vous interprétez ce comportement de ce fils béninois? Oui, je l'ai dit tantôt, c'est un bon patriote. Moi, je pense que c'est son amour de la patrie qui ressort
à travers ce tact-là qu'il est en train de poser. Mais l'argent est une bonne chose. L'argent est une bonne chose et c'est là où je vais vous dire. Il a besoin de l'argent pour régler des problèmes. Voilà, c'est là où je vais vous dire, moi par exemple, je ne suis pas très sûr de laisser cet argent-là, malgré tout l'amour que j'ai pour cette patrie-là. D'aucuns me diront que non, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes dans votre situation dans laquelle, enfin, dans la situation dans laquelle vous êtes à l'état présent, vous pousse à le dire. Peut-être, parce que j'aime énormément le Bénin aussi. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce qu'il a fait. Et moi, personnellement, quand j'étais sur le plateau avec vous, quand vous l'interviewez, j'étais très épaté. Très épaté. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais ça peut servir cet argent-là. Ça peut servir à améliorer des choses, ne serait-ce que dans son foyer, ne serait-ce que autour de sa maison, faire des choses. Voilà. Mais il a renoncé à cela pour montrer à tout le monde, en fait, qu'il ne vient pas faire ce travail-là, qui est un travail citoyen, qui est un travail où on a besoin de personnes crédibles pour le faire. Il vient le faire vraiment sans arrière-pensée. Il n'a pas d'intérêt à part l'intérêt du peuple béninois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui compte. Avoir des hommes comme ça dans un État et pouvoir les utiliser lorsque des pareils cas se présentent, je pense que c'est une très bonne chose. Jean-Baptiste Elias, pour moi, rien qu'à travers ce tact-là, sincèrement, il force le respect. Il force le respect. C'est un bon citoyen, vraiment. Il faut le lui reconnaître. Maintenant, c'est vrai, c'est bon, on va faire des commentaires ici. Maintenant, ils seront devant donc, comment on appelle, le travail à abattre. Et j'espère que le Seigneur les accompagnera parce que, quel que soit ce que l'homme décide, vous savez, le malin est toujours à côté. Excusez-moi d'être un peu religieux sur les bords. C'est aussi notre nature. Il y a parmi nous des gens qui croient, il y en a qui ne croient pas. Moi, je crois. J'espère qu'ils ne vont pas tomber dans comment on appelle, dans ce qu'il ne faut pas. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont très intègres, mais la petite faiblesse peut arriver et certaines personnes, pour leur créer peut-être des problèmes, peuvent passer par cette petite faiblesse. Jean-Baptiste, sa faiblesse n'est peut-être pas dans les sous, dans l'argent, je veux dire, peut-être qu'il a d'autres faiblesses, on ne sait jamais. Moi, j'implore le Seigneur de les accompagner dans cette tâche-là. Parce que moi, personnellement, il a créé en moi une certaine, comment on va dire ça, une certaine empathie vis-à-vis de lui. J'ai envie qu'il réussisse cette mission-là, Jean-Baptiste Elias. Quand je l'ai entendu dire, moi, je n'en veux rien. Mais cet argent peut servir il peut le prendre pour ses enfants, rien que pour ses enfants. Leur faire des cadeaux. Et ses enfants ne vont pas refuser. Papa a travaillé, il nous a offert des cadeaux. Mais il a refusé tout ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et même sur le plateau, déjà ce jour-là, vous avez dû le remarquer, j'étais très ému quand il le disait. Il dit, ah, ça c'est formidable. Il y a encore des hommes comme ça au Bénin. Ah oui. Voilà. Très bien. Oumar, Hugues Hector Zogo, le pape du bon citoyen. Voilà un citoyen qui, depuis plusieurs années, refuse de prendre de l'argent. Il dit, je n'en veux pas, je ne veux pas un seul copec pour le travail que je veux faire. Ça me rappelle dans le pays quelqu'un qui a dit qu'il ne veut pas son salaire, non? Il y a eu le professeur Joseph Guéguenou qui l'a fait aussi, déjà. Déjà? Oui. Il y a eu aussi le président Thomas Boni Yahi. Je crois qu'il y a une phrase comme ça avec le président. Ministre des Finances à l'époque a témoigné qu'il ne prend pas de l'argent. Oui, je crois. Il y avait un cas comme ça, le président, avec le président Boni Yahi, je crois. D'accord. Maître Adien Mbedji n'est pas parmi ces gens-là? Non, ce n'est pas d'élément. Bon, c'est comme si j'ai un souvenir, comme si... Bon, alors, je voudrais vous remercier pour le lien que vous faites avec l'émission Le Bon Citoyen. La démarche du docteur Jean-Baptiste Elias et l'émission Le Bon Citoyen. Cette émission qui s'anime grâce à Eden TV pour former les habitants à devenir des citoyens, mais de très bons citoyens. Pour forger leur mentalité aussi. Exactement. Donc, qui vous a dit, par exemple, qu'il n'y a pas d'autres personnes déjà au sein de ce comité-là qui ne vont pas suivre l'exemple du docteur Jean-Baptiste Elias? Je ne peux pas jurer qu'il n'y en aura pas. Il faut donc forcément que ça parte de quelqu'un. Et ça, c'est une question d'éducation de base. C'est pourquoi, au sein de nos familles, pères et mères, nous devons travailler
à forger la conscience citoyenne de nos enfants. Quoique la profession nous occupe toute la journée, il faut nécessairement que nous ayons du temps, même si c'est 5 minutes dans une journée, pour éduquer nos enfants aux valeurs civiques. Jean-Baptiste Elias vient de le démontrer une fois encore. Voyez-vous avec quelle aisance nous arrivons à parler de lui. À l'international, les Béninois seront davantage fiers d'entendre qu'il y a un des leurs qui est en train de faire de très bonnes choses. On ne parlera pas que d'un pays en mal. Et c'est en cela que les dirigeants politiques, à des moments donnés, dès qu'on leur met une certaine pression, doivent pouvoir comprendre que l'objectif, c'est de rehausser l'image du pays. Aujourd'hui, on est en train de parler du docteur Jean-Baptiste Elias, mais c'est d'abord du Bénin qu'on est en train de parler. Parce qu'on dira, c'est un citoyen béninois. Au Bénin, il y a quelques années en arrière, le président d'un comité de pilotage de l'audit a dit qu'il ne veut pas prendre un seul copec. Qui ne prendrait un seul copec des primes, et effectivement, il a respecté. Donc chez nous, par exemple au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est aussi possible. Mais qu'on n'érige pas ça en règle. À aucun moment, non, c'est pas une règle. À aucun moment, ça n'a été érigé en règle. En fait, ce genre d'action vient démontrer la force, l'engagement de ceux-là qui ont voulu que l'on continue de préserver la paix dans notre pays. Parce que c'est un acte de paix. Allons au-delà de vos réflexions. Oui. Est-ce que ce n'est pas un acte, Oumar Adéandiou, qui déjà vous amène à être plus engagé et à ne pas être sentimentaliste parce que vous pensez à l'argent en retour? C'est ça, moi je pense que c'est ça aussi la chose. Est-ce que vous avez compris ma Oui, j'ai parfaitement compris. C'est-à-dire à ne pas avoir de rapport à l'argent. Quand vous faites un travail, oui, c'est-à-dire... vous savez que je n'attends pas de l'argent en retour. Est-ce que ce n'est pas une façon d'y mettre plus de rigueur et d'être ferme sur les bords? Voilà. Je ne dépends en rien de l'autorité qui me commande le boulot. Le jour où me dit de faire quelque chose qui n'est pas bien, je vais lui dire non, dans tous les cas, moi, toi, tu ne me payes pas, tu ne me payes rien, je n'ai rien à prendre, je n'ai aucun intérêt à prendre chez toi. Donc, si tu ne veux pas qu'on fasse ça dans les normes, je préfère m'en aller, je préfère me laver les mains. Moi, je pense que c'est ça aussi, normalement, peut-être le nouveau type de citoyen dont vous parlez, ce béninois citoyen, le bon citoyen dont vous parlez, ce nouveau béninois que nous devons former, je pense que c'est ça. Quand il s'agit de travail patriotique du genre, où c'est pour l'intérêt général que nous travaillons, ou c'est pour même, c'est-à-dire l'avenir de nos propres enfants que nous travaillons, pour le fait qu'on veut léguer un Bénin de paix et de quiétude à nos enfants. À partir de cet instant, on peut se dire non, c'est pour moi-même que je fais ce travail-là. Pour vous habiller le matin, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous paye? Je ne sais pas. Pour vous laver le matin, pour votre propre santé, tout ça, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous paye? Donc quand vous faites quelque chose pour vous, parce que quand vous faites quelque chose pour votre pays, c'est pour vous que vous le faites. Peut-être qu'on doit en arriver là. Je vais prendre un exemple très banal. Vous connaissez les joueurs américains de basketball. Ils font partie des athlètes les plus mieux payés au monde, dans le championnat le plus relevé au monde. Vous comprenez? La NBA, c'est les joueurs de basket. Et lorsqu'ils doivent jouer pour leur État, pour les États-Unis, l'État n'a pas les moyens de payer autant que la Ligue ces personnes-là. Parce que la Ligue a de grands moyens, les publicités, tout ça. Mais c'est des gens qui sont payés. Je vous dis, c'est les plus payés, c'est les athlètes les plus mieux payés au monde, ces basketteurs-là. Vous vous rendez compte? Et lorsqu'ils veulent venir jouer pour l'État, je vous assure, c'est eux-mêmes qui prennent la décision. Celui qui ne veut pas ne vient pas. Celui qui veut venir vient. Et on sait que c'est les meilleurs au monde. Dès qu'ils forment une bonne équipe, on dit que c'est la Dream Team, l'équipe de rêve. Donc vous voyez un peu. Donc, si déjà dans d'autres contrées, les gens ont déjà cette mentalité-là, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas avoir la même mentalité chez nous? C'est vrai, Jean-Baptiste Elias ne roule pas sur l'or, on le connaît, tous les Béninois le connaissent. Ce n'est pas le Béninois le plus riche. Vous êtes d'accord avec nous. Mais malgré ça, il refuse
ces petits sous-là, qui pouvaient lui permettre également, ne serait-ce qu'offrir des vacances à ses enfants, ne serait-ce que donner des jouets à ses enfants. Est-ce qu'il a encore de petits-enfants? Il peut avoir des petits-enfants. Qui sont aux jouets, je ne les crois enfants, pas. peut-être qu'il a des enfants de ses enfants, les enfants de ses cousins, les enfants de ses... Voilà, ce sont ses enfants aussi. Offrir des jouets à ses petits-enfants. Voilà. Pourquoi ne pas faire des cadeaux même à ses propres enfants, si lui-même n'en veut pas? Voilà, oui. À les enfants de ses frères, si vous êtes son frère, il peut penser à vous. Donc, on ne veut pas dire que Jean-Baptiste Elias est complètement à l'abri du besoin, non. Mais il a compris une chose que tout Béninois devrait comprendre. C'est que quand il s'agit de la patrie, on ne recule devant rien. Quand il s'agit de la patrie, on n'attend aucun intérêt. Quand il s'agit de la patrie, on n'attend pas le fait que quelqu'un doit nous donner quelque chose avant de se mettre au travail. C'est ça le message qu'il envoie. Et je pense que c'est un message qui est très fort. Et je pense que c'est le message que nous devons tous recevoir chez nous aujourd'hui. Jean-Baptiste Elias ne le fait pas pour sa propre image. Non, ce n'est pas forcément ça. On voit que c'est lui qui est le plus propre de la République. C'est lui qui peut se passer. C'est un enseignement également qu'il inculque comme ça. Un message qu'il envoie comme ça à tout le peuple béninois. Écoutez, lorsqu'il s'agit de la patrie, ne reculons devant rien, n'attendons aucun intérêt. Et je pense que c'est très important. On va conclure cette émission. Je vais placer quelques mots. Placer le mot et profiter en plaçant le mot en même temps pour nous dire ce qu'on retient, ce que les Béninois doivent attendre fondamentalement maintenant. Les exigences des Béninois, faites un clin d'œil là-dessus pour que, en guise de votre mot de la fin. Je voudrais remercier le docteur Jean-Baptiste Elias qui nous permet de comprendre que désormais, nous pouvons travailler par devoir au lieu de pouvoir nous retrouver à attendre toujours les gains personnels. Je tiens à le remercier pour ça. Je tiens à remercier le chef de l'État, Patrice Talon, qui a pris l'initiative de recevoir les différents acteurs qui se retrouvent au sein de ce comité de pilotage. Il vient donc de mettre un terme à tout ce qu'on pourrait connaître comme supputation. Merci. Et ça permettra désormais à la mouvance présidentielle, en tout cas aux quelques acteurs qui n'ont pas encore compris l'urgence de travailler à la préservation de la paix dans notre pays, de pouvoir se discipliner. Dernière chose que je vais dire, c'est que nous puissions tous, que nous soyons de la mouvance, que nous soyons de l'opposition, que nous soyons de la société civile, accompagnés de nos bonnes ondes, nos compatriotes à qui cette mission républicaine est confiée. Parce que nous allons vers une période très sensible. Les élections générales de 2026, à aucun moment, l'histoire politique de notre pays n'a vécu cette expérience-là. Et donc, l'outil qui veut être audité maintenant, c'est le seul outil véritable capable de nous permettre de parler de transparence lors des élections prochaines. Faisons en sorte que ce comité se retrouve dans de meilleures conditions. Et quand je parle de meilleures conditions, c'est des conditions sécuritaires. Qu'on assure effectivement la sécurité de ces personnalités qui ont accepté servir la République et qu'à la fin du processus, nous puissions tous nous dire c'est le Bénin qui s'en est sorti gagnant. Très bien. Merci. Merci Hugues-Hector Zogo. Merci pour votre présence sur ce plateau. Omar Aléanjou, je me retourne vers vous. Oui, moi, mon dernier mot sera de dire à tous les Béninois d'accompagner véritablement ce processus-là. Nous ne sommes pas des experts qui allons partir dans dans le matériel informatique, allons partir dans les fichiers de l'administration pour vérifier qui vote, qui ne vote pas. Mais, ne serait-ce que les ondes positives, on peut le leur envoyer. Parce qu'ils font un travail qui est essentiel pour l'avenir de notre démocratie. Après cela, je salue également tous les membres du comité, parce qu'une chose est d'être désigné, mais une chose est d'accepter également de faire le travail. Ils auraient pu dire non, on ne veut pas le faire, mais ils décident de le faire et je les encourage à faire un travail qui va les honorer, qui va également honorer le Bénin et sa démocratie. Et pour finir, je salue également l'audace qu'on reconnaît toujours au chef de l'État. C'est très audacieux ce qu'il a fait. Dans son camp,
pratiquement personne n'a suscité l'audit de ce fichier électoral-là. Mais lui, finalement, il décide de faire quelque chose que l'opposition réclame à corps et à cri. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir saluer également. Il met ainsi l'amour de la patrie au-dessus des intérêts politiques. Et je pense que dans son camp, c'est un message également qu'il leur envoie. Écoutez, nous sommes ensemble, mais croyez-moi, à un certain moment, je préfère le Bénin à vous. Et je pense que chacun de nous doit pouvoir réfléchir comme ça. Et je vais terminer par cette citation du président John Fitzgerald Kennedy, le président américain qui a été tué. Il a dit, tout citoyen ne doit pas seulement se demander qu'est-ce que le pays fait pour moi, mais il doit pouvoir se demander également, mais qu'est-ce que je fais également pour le pays. Moi, je pense que c'est ça aussi l'essentiel. Qu'est-ce que nous faisons pour le pays? Voilà aujourd'hui le fichier électoral qui sera audité. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres pommes de discorde, il peut y avoir d'autres éléments qui vont créer des problèmes entre nous, mais ne serait-ce que la base sur laquelle nous voulons faire ces élections-là soit une base assez propre, assez fiable et une base qui contente tout le monde. Je pense que c'est à ça que nous devons tous contribuer. Voilà. Et ce travail-là, je pense que c'est un travail que nous devons faire tous ensemble, les accompagner avec les bonnes ondes. Voilà. Merci Oumar Deandjou. Monsieur le chef de l'État, notre rôle n'est pas de vous féliciter, mais vous nous obligez à vous féliciter à travers des actes que vous posez dans la République. La fiabilité du fichier électoral est un gage de paix pour les élections générales de 2026 et nous devons nous en tenir, également encourager le comité de pilotage à aller loin et à faire ce travail afin que les Béninois désormais puissent être rassurés et savoir qu'aux urnes, nous devons tous y aller pour élire des politiques, des responsables, des gouvernants capables de conduire loin notre pays et de tisser l'ancienne code à la nouvelle quand on sera en 2026. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que nous concluons cette émission. Hugues Hector Zogo, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Oumar Deandjou, merci. Merci infiniment, tout le plaisir est pour moi. Merci à toute la réalisation conduite de maître par le jeune et compétent, l'incontournable Marcel Guedo, et qui a été assisté au son par Emmanuel Agbodjelou. Martin Toinse était à la diffusion. Baudesson Lepondi, c'est le community manager. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous. Passez un excellent week-end.